14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors on a tous envie d'être en bonne santé et tant qu'à faire d'y rester dans cette bonne santé. Eh bien justement durant ces 2 heures nous allons parler de notre santé, mais d'une santé peut-être dont on ne parle pas assez souvent à mon goût, notre santé sexuelle, et croyez-moi elle est tout autant essentielle. D'abord parce que pour chacun de nous, grâce à cette santé sexuelle, eh bien on se sent vraiment vivant, mais elle est évidemment également importante pour notre relation, puisque l'harmonie sexuelle entre deux êtres, eh bien, c'est le garant d'une vie heureuse et durable. C'est en compagnie de Yves Pslati que nous allons vous aider à mieux comprendre de quoi on parle lorsqu'on évoque la santé sexuelle. Et d'ailleurs, Yves, j'aime bien le rappeler, a inventé un concept vraiment parlant, puisqu'il dit que les gens sont plus ou moins sexophiles ou sexophobes. Et lorsqu'un sexophile rencontre une sexophobe, je dis un et une parce que c'est souvent plus souvent comme ça que ça se passe en tout cas, eh bien à plus ou moins long terme, le couple se trouve dans une impasse. Alors je vous pose la question, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt sexophobe, sexophile? Est-ce que vous êtes dans une bonne santé sexuelle? Est-ce que vous avez envie d'être en meilleure santé sexuelle? Eh bien si ça vous intéresse, vous nous rejoignez et vous nous appelez sur Sud Radio au 0826 300 300 et j'ai le plaisir de vous accueillir. Yves Pslati, bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes créateur de la sexualité positive, vous êtes sexologue, thérapeute de couple évidemment, et puis surtout vous organisez ce congrès, l'AFPSS, Association francophone pour la promotion de la santé sexuelle, et c'est ce premier congrès international que vous allez organiser à Bruxelles à partir de samedi, et je suis ravie d'en faire partie puisque je suis membre d'honneur de cette association. Donc c'est à partir de samedi, c'est ouvert évidemment à tous ceux qui ont envie de s'y inscrire. C'est à Bruxelles, je l'ai dit, ça c'est au campus ERAM ULB, route de Lénic. Voilà, mais vous pouvez retrouver tout ça évidemment sur le site de la AFPSS. Yves Pslati, qu'est-ce qui vous a donné envie d'organiser ce congrès et puis de faire connaître un peu plus au grand public et surtout évidemment aux thérapeutes, aux médecins, le concept de santé sexuelle? Le but, c'est d'amener la bonne parole au grand public. La bonne parole, c'est-à-dire le sexe, c'est bon, allez-y. C'est bon aussi pour la santé. Malheureusement, depuis quelque temps, que ce soit les sexologues, que ce soit des instances comme l'UNESCO, tout ça, qui parlent de la santé sexuelle, en fait, ils parlent pas de la santé sexuelle, ils parlent tous de ce qui ne va pas dans la sexualité. Donc, ils vont parler plus de violence sexuelle, ils vont parler de pornographie, ils vont parler d'agression, ils vont parler d'addiction. En fait, ils ne parlent pas des choses qui sont bonnes dans la sexualité. Et quand ils vont donner des cours d'éducation sexuelle, surtout dans les écoles, dans plusieurs pays, on va plus se focaliser dans les cours d'éducation sexuelle pour les jeunes sur la biologie, sur l'anatomie, et les risques, les maladies, la grossesse non désirée, la contraception. Mais quid de la bonne sexualité, que le sexe est bon? C'est-à-dire quand ils vont donner cours, et puis je demande à ces gens qui donnent cours, je leur dis, écoutez, vous êtes un formateur, vous êtes un prof. Vous êtes un prof d'un sujet. Quand on est un prof d'un sujet, on a un seul but, c'est de faire aimer le sujet sur lequel je travaille à l'autre. Donc si je donne un cours sur l'œnologie, c'est faire aimer le vin aux autres. Et vous, quand vous donnez un cours de sexualité, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir faire aimer le sexe à votre public? Rien. Donc on a parlé que des choses négatives sur la sexualité, rien. Donc le but, c'était de faire bouger ça. Donc l'association, la création de cette association, dont vous êtes aussi, comme vous l'avez bien dit, membre d'honneur de cette association, c'est de faire bouger les choses, d'expliquer les bons côtés de la sexualité, d'expliquer la physiologie de la sexualité et de ne pas se focaliser sur ce qui ne va pas et sur les troubles sexuels. Non, nous sommes sexologues, on travaille sur les troubles sexuels. Mais ici, je pense que il faut plutôt se focaliser sur ce qui est bon dans la sexualité
santé sexuelle, dont on va définir peut-être un peu après ce que c'est ce qu'on entend par la santé sexuelle. Non, mais allez-y, donnez la définition déjà, Yves Psati. Je pense que ça intéresse vraiment ceux qui nous écoutent parce qu'au fond, c'est un sujet dont on ne parle jamais. D'ailleurs, il faudrait déjà définir ce que c'est que d'être en bonne santé. En général, être en bonne santé, c'est que mes organes fonctionnent. Santé générale, hein, sont silencieux. Mes organes fonctionnent le plus longtemps possible et qui fonctionnent bien. Donc sans trouble, sans maladie. Et la santé sexuelle... Ce que je veux dire, c'est que les organes, quand on est en bonne santé, sont silencieux. Alors que la santé sexuelle, ce n'est pas de rester silencieux à son corps. Absolument. Oui, ça, vous avez tout à fait raison. Ici, le but, c'est d'avoir une santé sexuelle, c'est-à-dire d'avoir une réponse sexuelle. La réponse sexuelle, c'est désir, plaisir et la capacité d'orgasme le plus longtemps possible dans ma vie, en fonctionnant bien. Donc, maintenir sa santé sexuelle, c'est maintenir le désir, le plaisir et l'orgasme. Donc, c'est sur ça qu'on est focalisé. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour maintenir cette santé sexuelle, c'est-à-dire le désir, le plaisir et les orgasmes? Mais à mon avis, Yves Psati, enfin, on en parlera samedi au congrès, évidemment, tous les deux. Mais à mon avis, le plus grand problème pour beaucoup de gens, c'est que finalement, ils n'aiment pas le sexe. Pourquoi ? Parce que d'abord, les parents ne leur en ont pas parlé de manière positive. C'est pas évidemment les cours à l'éducation, d'éducation à la sexualité. Et puis, c'est pas la pornographie non plus qui montre à quel point le sexe est bon. C'est plus une notion de performance. Donc finalement, dans quel domaine, à part peut-être quand on est très amoureux, où là on peut avoir l'impression que c'est bien le sexe, sinon il n'y a pas d'endroit où on nous dit ça. C'est vrai, il n'y a pas un endroit. Alors les gens, quand on demande à des psys, dites quoi, quelqu'un est sexophobe, il n'aime pas le sexe, ils ont tout de suite la réponse parce qu'il y a de fortes chances que la personne a été abusée dans sa vie. C'est possible. On a été agressé, c'est possible. Mauvaise éducation, c'est possible aussi, tout est possible. Mais pour moi, de loin, les sexophobes, on est sexophobe parce qu'on ne s'est pas investi dans la sexualité. C'est une question d'investissement. Si on n'aime pas le vin, c'est qu'on ne s'est pas investi à l'œnologie. On n'a pas voulu apprendre, on n'a pas goûté, on n'a pas été chercher le bon vin là où il se trouve. La même chose pour la gastronomie, la même chose pour le sport. La même chose pour les cinéphiles, pour le cinéma. Oui, mais aller chercher. Vous avez raison, parce qu'on voit bien les personnes qui sont de fins gourmets. Ce sont des personnes qui ont pris l'habitude de choisir des mets qui sont de qualité, qui leur plaisent. Et il est certain que quelqu'un qui a l'habitude de manger des hamburgers et des pizzas, il a peu de chances d'apprécier réellement un mets dans un grand restaurant. Oui, soit il n'a pas l'argent d'acheter ça, soit il ne s'est pas investi dans la gastronomie. Ça ne l'intéresse pas. Donc il ne voit pas l'intérêt, pourquoi il doit manger quelque chose de bon. Les gens ne voient pas l'intérêt, pourquoi ils doivent faire l'amour, pourquoi ils doivent aimer la sexualité. Souvent les sexophobes ils disent « je vis très bien sans la sexualité ». En fait, ne me dérangez pas, n'essayez pas de m'inculquer que le sexe est beau, je m'en fous, moi je vis très très bien sans la sexualité. Oui, mais... Et moi, je vais... Justement, Yves Psati, est-ce qu'au fond, ils ont le droit, après tout, de rester sexophobes ? Absolument, tout le monde a le droit. Quel est l'inconvénient de rester sexophobe ? Je vous provoque exprès. Aucun inconvénient, mais la seule chose que je ne veux pas qu'il fasse, c'est du prosélytisme de la sexophobie. Donc, vous n'aimez pas le sexe, ok, c'est votre droit. On n'est pas obligé d'aimer le sexe. Personne n'est obligé d'aimer le sexe. Ça fait 20 siècles que vous faites du prosélytisme sexophobe, asexuel. Maintenant, peut-être qu'il est temps un peu de donner plutôt la parole aux sexophiles pour, disons, faire aimer le sexe au prochain. Mais on n'est pas obligé d'aimer le sexe. En revanche, je le dis et le répète. En revanche, il faut peut-être être honnête et quand on rencontre quelqu'un, prévenir qu'a priori, on n'est pas très porté sur le sexe. Voilà, ça c'est une bonne question. C'est ça le vrai problème de beaucoup de couples, en fait. Oui, mais
attention, alors là, vous connaissez la raison pourquoi les gens n'annoncent pas la couleur. Pourquoi les gens, quand ils se mettent ensemble, ils disent pas, en fait, moi, j'aime pas le sexe, c'est pas mon truc. Ils ne disent pas. C'est pas qu'ils mentent, c'est pas qu'ils omettent. Ils pensent que avec le nouveau compagnon, avec la nouvelle compagne, qui va me faire découvrir le sexe, je vais aimer le sexe. Or, c'est pas du tout vrai. C'est pas fort. C'est possible. Je ne dis pas ça que arrive, mais c'est pas la majorité. Un nouveau partenaire peut vous faire découvrir plein de choses. Mais dans la majorité des cas, vous pouvez changer 10 partenaires, vous n'allez rien découvrir si vous ne vous investissez pas à la sexualité. Bon, eh bien, il faut répéter. Il faut répéter, hein. on a 2 heures pour le répéter. Yves Slati, on va le répéter. Bon, je crois qu'on a assez bien défini la santé sexuelle. Est-ce que vous considérez que vous êtes en bonne santé sexuelle ou pas? Venez nous répondre et puis on va faire une petite analyse avec vous. Donc 0826 300 300. On se retrouve. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Yves Slati, nous évoquons la santé sexuelle à l'occasion de ce congrès qui a lieu à Bruxelles à partir de samedi. Si vous avez envie de vous renseigner, allez sur le site de l'AFPSS. Votre santé sexuelle, on en parle sur Sud Radio et nous avons Tania qui est avec nous. Bonjour Tania. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour. Alors actuellement vous êtes célibataire je crois. Hein? Oui, et je profite de ma santé sexuelle. Alors j'ai rigolé parce que Yves a comparé aux dégustations de vin et je travaille dans le vin et je n'aime pas spécialement le vin, mais je commence à entreprendre de goûter les vins et pouvoir dire mon avis, mais je m'investis pas assez pour vraiment en boire en fait. Contrairement à ma sexualité, je m'investis beaucoup plus. Oui, bien sûr, mais vous avez essayé, j'imagine, le vin, par curiosité. Je les goûte pour je les goûte. Il y en a que je vais pas aimer du tout, d'autres que je vais apprécier, mais c'est pas pour autant que je vais en boire. C'est juste les goûter. Voilà, je goûte, mais j'en boirai pas pour autant. Voilà. Donc je m'investis pas, on va dire pas assez. Oui, non, mais c'est intéressant, mais justement parce que j'aime bien qu'on puisse faire l'amalgame, si je puis dire, entre le vin et le sexe. Vous avez essayé, ça vous a pas spécialement plu, et c'est pour ça que vous n'en buvez pas, c'est ça, ou bien c'est parce que vous voulez pas être alcoolique, enfin, qu'est-ce que vous répondriez? En fait, si vous voulez, les vins que je vais apprécier en les goûtant, je vais boire 1 gorgée, 2 gorgées, la 3e va me dégoûter. Mais voilà, je vais apprécier, je vais m'arrêter à 1, 2 gorgées pour vraiment apprécier pleinement que j'ai apprécié. Voilà. Mais je vais pas aller plus loin parce que je sais qu'après, ça va me dégoûter. Mais je vais juste boire, ce qui va aller au goût qui va me plaire. Je vais pas plus loin. Mais sinon, après, ça m'a jamais... je sais pas. Pourtant, dans ma famille, il y a beaucoup de buveurs de vin, mais je sais pas, ça m'a pas attiré plus que ça. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Bon, en même temps, c'est pas le sujet du jour, hein. Voilà. On est d'accord. Et donc le sexe, vous avez essayé 1, 2, 3 et finalement vous continuez, c'est ça? Voilà, je m'arrête plus. Disons que, comme vous disiez en introduction, j'ai malheureusement été abusée étant jeune. J'avais 13 ans. Donc pour moi, ma vraie sexualité a commencé très très tard. Il a fallu que je tombe amoureuse pour me lancer dans la sexualité. J'ai eu des partenaires, comme disait Monsieur Slati, pas beaucoup au début, avec qui j'étais en couple, qui n'ont pas été des amants très formidables. Et puis le dernier avec qui j'ai été en couple, un très bon amant. Mais voilà, je pense que c'est la vie de couple qui me convient pas. Et en vous écoutant depuis des années et en ayant eu droit à des conseils de Monsieur Slati d'ailleurs, je me suis libérée de pas mal d'a priori, on va dire, de barrières inutiles. Et j'ai tellement bien ouvert toutes les barrières que je suis depuis à peu près 1 an devenue libertina. Donc j'ai plusieurs partenaires dont ils le savent, Certains vont être aussi libertins, d'autres pas du tout. Et je me suis même ouvert à la bisexualité. Voilà. Du coup,
Je vais enlever toutes mes barrières et j'explore toutes les possibilités qui m'apportent du plaisir. Voilà. Bah, écoutez Tania, moi je vous remercie parce que je trouve que de commencer par le témoignage de Tania, Yves Pslati, ça doit vous faire plaisir parce que ça montre bien, encore une fois, qu'il faut être un peu curieux et puis qu'il faut aller voir ce que c'est que la sexualité. Curieux, volonté, vouloir, aller chercher, aller goûter. C'est une forme d'hédonisme évidemment, pour découvrir certaines choses. Et une fois que vous aimez, vous continuez, quoi. Mais il se peut que vous n'aimiez pas. Donc, pour revenir encore sur l'œnologie, sur le vin. Donc, il y a un type qui me raconte un jour, il est diplomate, donc il est souvent invité à des cocktails où il doit boire. Donc, on boit dans des cocktails chez les diplomates, dans les consulats et dans les ambassades, on boit. Alors lui, il me dit, moi je ne buvais pas d'alcool, là-bas j'étais obligé, probablement j'ai bu une centaine de fois de l'alcool, et puis à un moment donné, je me suis dit, dit-il, c'est pas mon truc, j'aime pas, et j'ai décidé du jour au lendemain, fini. Maintenant dans les cocktails, je demande un coca ou bien je demande un jus d'orange, j'ai décidé que je ne voulais pas. La même chose, il y a des gens qui font avec la sexualité. Ils vont avoir une centaine, une vingtaine, je n'en sais rien, de relations sexuelles. Et puis ils disent, mais moi je ne comprends pas. Il y a des gens qui parlent que c'est bon, qui prennent du plaisir. Je ne prends pas du plaisir. Ça ne me dit rien et j'ai décidé aujourd'hui d'arrêter la sexualité, c'est-à-dire asexuelle. Quand je dis sexualité, il faut bien s'entendre ici de quelle sexualité on parle. Quand moi je parle de la sexualité, je ne parle pas forcément de la relation sexuelle. Moi, quand je parle de la sexualité, c'est des 3 activités sexuelles, c'est-à-dire fantasme, masturbation et relations sexuelles. Et les vrais asexuels, les vrais, ils arrêtent tout. Donc, ils ont goûté à un moment donné. On appelle ça des asexuels secondaires. C'est-à-dire, ils ont eu des relations sexuelles, peut-être qu'ils se sont masturbés. Et puis, à un moment donné, ils se disent, mais je prends pas plaisir. De quoi on me parle? On parle de plaisir, d'orgasme. Mais qu'est-ce que c'est un orgasme? Je n'arrive pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est du temps perdu. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Et ils arrêtent la sexualité. Et c'est leur droit. Et donc, vous allez me dire, quand ils sont dans un couple, comment ça va? Ils vont gérer ça. Ça, c'est autre chose. Il faut qu'il rencontre quelqu'un qui est également asexué. Tania, donc pour l'instant, vous n'avez pas spécialement envie de rencontrer quelqu'un, j'imagine. En revanche, grâce au libertinage, justement, vous n'avez pas de mal à trouver des partenaires. Voilà, oui, tout à fait, puisque du coup, ça me permet de maintenir une activité assez régulière. Parce que quand un n'est pas disponible, l'autre peut-être, ou voilà. Alors, du coup, ça ne m'empêche pas d'avoir des partenaires qui sont pas des super amants. Mais pour justement maintenir une santé sexuelle, s'ils sont disponibles et pas les autres, je vais quand même les voir pour faire un entretien régulier pour que la machine reste en route, on va dire. Mais bon, je trouve d'autres plaisirs à leur côté que le côté sexuel en contrepartie. D'accord. Mais ce qui est intéressant vraiment dans votre témoignage, c'est qu'au départ, vous l'avez dit, abusé, et vous n'êtes pas resté marqué, si je puis dire, par une mauvaise expérience, un traumatisme. Bravo. Du coup, comme dirait Yves, maintenant je suis en première catégorie et plus que première catégorie. L'avantage du couple, c'est que l'on peut le pratiquer quand on veut et plus régulièrement, mais c'est vrai qu'en couple, on va dire 3 fois par jour ou plus ne me gênait absolument pas. J'aime pratiquer le sexe. Il peut m'arriver, d'avoir, il y a 3 amants disponibles dans la journée, je vais avoir 3 amants. D'accord. Voilà. Alors, première division, c'est aussi une expression de Yves Pslati, donc on voit que vous connaissez bien, Tania. C'est-à-dire que c'est comme au foot, il y a les premières divisions, 2e, 3e. Et donc, vous êtes... écoutez, un bon buteur, on va dire. Puisqu'autant de buts que je peux marquer, je les marque. Très bien, très bien. Yves, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je crois qu'elle a tout dit. Elle a tout dit et j'espère qu'elle va toujours continuer comme ça et qu'elle va prendre beaucoup de plaisir dans sa vie et que le sexe est quelque chose de plus pour prendre beaucoup de plaisir dans la vie. C'est bien. Merci. Tania, continuez comme ça. Merci beaucoup Tania. On fait une petite pause, on retrouve dans un instant une autre femme qui s'appelle Pauline et qui va réagir à son tour mais qui elle est en couple.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Yves Pslati, sexothérapeute, que nous évoquons la santé sexuelle et que donc nous allons parler des sexophobes, des sexophiles. Et je crois que le témoignage de Pauline peut être intéressant parce que... Bonjour Pauline d'abord. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yves. Oui, c'est intéressant parce que vous aimez la sexualité, vous n'avez pas de problème avec ça, sauf que dans votre couple, il se sent un peu frustré parce que vous n'êtes pas comme Tania dans la première catégorie. Ah non. Ouais, non, pas du tout. En fait, j'aime la sexualité. En fait, disons que, à part mes débuts qui ont été compliqués, et c'est vrai que j'ai appris en vous écoutant que j'étais pas consentante la première fois, et que du coup, c'était une sexualité un peu brutale, un peu forcée. Ça a peut-être influencé la suite, mais j'ai pas eu de problème dans ma vie sexuelle pour avoir du plaisir, en fait. Le plaisir, je savais comment le trouver, et maintenant, c'est encore mieux. Et avec mon partenaire depuis plus de 6 ans, c'est très bien quand ça se passe. Mais comment dire que c'est très peu en vie. Ça m'arrive rarement. En fait, il faut qu'il y ait tout un contexte. Il faut pas qu'il y ait d'enfants dans les parages. Il faut que j'ai la tête libre. Ça passe beaucoup par le mental et par le visuel pour moi. C'est-à-dire que l'idée me vient, à ce moment-là, il faut le faire. Sinon, après, c'est trop tard, c'est fini. J'y pense plus. Et voyez, mais j'ai pas le besoin physique. Oui, voilà. Oui, mais c'est assez féminin hein, ce que vous dites, Pauline, parce que je crois que tout simplement vous n'êtes pas très reliée à votre propre désir. Oui, certainement. Mais ce qui n'est pas grave en soi, si ce n'est que peut-être votre compagnon en souffre. Ah bah oui. Alors lui, c'est vraiment, oui, on pourrait être une caricature à la fois de la femme et de l'homme. C'est-à-dire que lui, il a très souvent envie. Alors il me force pas. Moi, ça m'arrive de le faire pour lui faire plaisir. Et puis finalement, ça se passe bien quand je le fais. Parce que j'ai pas de, en fait, je crois que j'ai jamais sacralisé la sexualité dans le sens, comment dire, je fais pas tout un tralala autour de ça en fait. Hein, donc on le fait et c'est très bien quand on le fait, mais il y a juste qu'il n'y a pas l'impulsion, il n'y a pas le désir sur le moment. Et lui, évidemment, c'est pas assez pour lui, quoi. Voilà. Alors, c'est intéressant aussi votre témoignage, Pauline. Je pose la question à Yves Pslati. Est-ce que, dans le cas de Pauline, c'est une question de manque de pulsion ou de difficulté à accéder à son désir? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Oh, oui, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, c'est difficile comme ça de mettre exactement le doigt dessus. Mais juste une question à Pauline. Quand vous dites quand on le fait, ça se passe bien. C'est-à-dire que vous avez du plaisir. Est-ce que vous avez des orgasmes? Ah oui. Ok. Ah oui, à chaque fois. À chaque fois, vous avez des orgasmes. Donc aujourd'hui, vous avez fait l'amour. Ça s'est très très bien passé. Est-ce que le lendemain, vous voulez faire l'amour? Est-ce que vous voulez sauter sur lui et lui faire l'amour parce que ça s'est bien passé aujourd'hui? Non. Que demain, vous aurez voulu? D'ailleurs, quand c'est fini, l'excitation, en fait, on est dans un autre état. Donc, quand c'est fini, je le repousse. Vous voyez? C'est comme si... en plus, alors là, pour le coup, je rejoins Brigitte, je pense, par rapport au corps, j'y réfléchis. Je pense que c'est un problème lié au corps. Parce que, d'ailleurs, je suis pas dans la sensualité. Vous voyez, j'aime pas les préliminaires. Moi, j'aime l'acte sexuel, pénétration. Et puis après, c'est fini. Après, il faut qu'il s'en aille. C'est ça. En fait, vous n'avez pas un script sexuel très élargi. Hein. Des gens qui aiment juste la pénétration, donc il faut peut-être élargir un peu son script sexuel pour pouvoir prendre plaisir de différentes façons. Par exemple, est-ce que vous avez des fantasmes et vous vous masturbez? Ah bah non, du coup. Ah ben voilà où est le problème. Voilà où est le problème. Donc vous êtes ça me vient pas à braqué l'idée, sur en fait. la sexualité. Oui, parce que vous ne maintenez pas votre désir sexuel. Vous devez maintenir votre désir sexuel par les fantasmes et par la masturbation. Comme vous ne le maintenez pas, donc vous faites de temps en temps l'amour, et l'amour bien avec un script bien spécifique, et puis ça va, et puis le lendemain, le surlendemain, on n'en veut pas. En fait, votre système de récompense, donc le système de récompense, c'est quelque chose qui se passe au niveau du cerveau, qui est sous l'effet d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine.
Quand j'ai fait quelque chose de bon, que j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai envie de recommencer cette expérience le plus vite possible. Et ça, c'est sous l'effet de la dopamine. Or, votre système de récompense ne fonctionne pas bien. Ne compense pas parce que vous ne vous investissez pas suffisamment dans la sexualité. Vous avez raison, Donc, sûrement un problème d'investissement, parce que en fait, moi, il faut que qu'on me donne envie, en fait. Il ne faut voilà. pas qu'on vous donne envie. Non, mais c'est moi qui Vous-même, me vous donne devez envie. avoir Oui. envie. Oui. Il ne faut pas que quelqu'un vous donne l'envie. Hein. L'envie doit venir de l'intérieur. Donc, si vous avez la capacité de rentrer dans un fantasme, vous rentrez dans un fantasme pendant 5-10 minutes et puis vous sautez sur lui. Mais vous attendez que l'envie, que l'autre vous donne envie. Ben, le système ne va pas fonctionner. Donc, l'envie doit venir de l'intérieur. C'est ça la différence avec un grand sexophile. Le grand sexophile n'a pas besoin qu'on vienne le titiller. Le grand sexophile, il va vers, il aime. Aimer, c'est aller vers. Donc, la meilleure définition de aimer, c'est aller vers. Ce serait intéressant, Pauline, que vous nous disiez un petit peu quelle est votre vision et quelle a été la vision qu'on vous a transmise de ce que c'est qu'une femme qui aime faire l'amour. Alors, j'y ai pensé, puisque je vous ai écouté, là. Oui. Alors, justement, j'ai été éduquée dans un non-tabou autour de la sexualité, dans une famille naturiste, et je dirais même, donc j'ai des parents, plutôt une mère très sexualisée, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu de frigidité ou de choses comme ça, et que j'ai pas sacralisé non plus, vous voyez, ma virginité, tout ça. Et en fait, je pense que sa sexualisation m'a sûrement dérangée dans mon accès à la féminité, et je pense que quand on grandit dans un milieu naturiste et des parents assez libres, ça peut être effractant aussi. Oui, c'est fort probable qu'il y ait une sorte de contre-coup, parce que on le sait très bien. Hein, on fait pareil ou on fait contre, hein, de toute façon. Donc là, vous avez été à l'opposé de de l'image que vous renvoie votre mère. Oui. Oui, je pense. Mais heureusement, votre corps n'est pas fermé. En revanche, non, vous êtes, du tout. Moi, je crois que ce serait intéressant quand même, parce que la sensualité, le plaisir des sens, c'est quand même quelque chose qui est très 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 intéressant et quand même très très agréable. Et à mon avis, très bon pour notre élan vital. Donc moi, je trouve que ce serait intéressant que vous vous approchiez un petit peu de tout ça. Oui, vous avez raison. Ça ne viendrait pas spontanément, mais effectivement, c'est bien quand ça se fait. Et il faut que j'aille plus vers ça. Rien que pour vous déjà, si vous prenez un petit peu le temps de je sais pas moi, de vous masser un peu, de vous faire du bien, et puis de caresser un peu votre corps, et puis d'essayer de l'investir votre corps, sans forcément aller jusqu'à la masturbation au début, mais essayer de trouver du plaisir à s'occuper de votre corps. Oui. Parce que j'ai l'impression que votre corps, c'est un instrument qui fonctionne bien, hein, on l'a vu, mais mais un peu coupé du mental, ouais. Ouais, c'est dommage parce que ça peut à un moment donné peut-être quand même poser un petit souci. Donc moi, je pense que ça vaut le coup de faire ce petit travail, surtout que vous êtes assez lucide sur vous. Oui, je crois. Mais je crois Cédric. Hein. Oui, allez-y, Yves. Attention, pour que ça marche, il y a des conditions pour que ça marche. Donc c'est bon de vous investir, mais vous ne devez pas vous investir pour lui faire plaisir. Ça ne va pas marcher. Ça, pour vous-même. Hein. Donc il faut bien s'entendre, on doit être d'accord là-dessus. C'est pour vous-même que vous devez le faire. Pour vous, pour votre propre plaisir que vous devez. Pas pour le faire plaisir. Ça va marcher 2 ou 3 fois, et puis vous allez abandonner. Donc c'est pour vous-même, pour vous faire du plaisir. Donc investissez-vous dans la sexualité. Comme vient le dit Brigitte, donc se masser, prendre soin de son corps, se regarder dans le miroir. Qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Elle est belle la nana ou elle n'est pas belle la nana? Ah non, alors c'était compliqué l'adolescence et même après, hein, au niveau du corps. Et maintenant, vous avez quel âge maintenant? J'ai 43. Ouais, c'est un bon âge pour aimer son corps, ça. Oui, c'est les autres qui nous renvoient des fois une image un peu. Un peu quoi? Je sais pas. Je trouve qu'après, je trouve qu'on s'assume mieux, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'on nous renvoie une image de, on est dans un milieu, je sais pas comment dire, on n'est plus une jeune dame, une jeune femme, on est une maman, quoi. Et alors?
Donc une alors maman moi, ne peut... Mais elle bien peut pas sûr, être non, mais, désirable, non, mais une maman. alors, je vais pas vous dire le contraire. Et moi, ça me gêne pas qu'ils pensent ça. C'est moi, je pense que j'ai jamais aimé assez mon corps depuis C'est l'adolescence. ça. Oui, oui. Ben, Ouais, ouais. il est pas trop tard, Pauline. Eh ben Il est non. pas trop tard. Loin de là, loin de là. Merci, Pauline. Merci beaucoup. à vous. On a Cédric qui va répondre à 3 questions intimes et qui pourra vous en poser une. Yves, d'abord, Cédric, quelle note vous donnez à votre libido? Allô? Oui, on vous Oui. entend, Cédric. Quelle note donnez-vous à votre libido? Bah, je dirais 8. 8 sur 10, ça va, c'est bien, tout va bien. Deuxième question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de fantasmer ou de regarder un homme? Regardez, oui. Fantasmer, non. D'accord, mais regardez parce que vous le trouviez beau, sexy, vous auriez aimé lui ressembler? Parce qu'il était beau, simplement. D'accord, très bien. Et dernière question, est-ce que vous êtes plutôt attiré par les petits ou les gros seins? Alors là, j'ai pas de... Vous prenez tout, oui, voilà. petit, gros, qu'importe. Après, c'est pas ceux qui... Enfin, petits, ils sont souvent plus sensibles, donc c'est... Enfin, je pense, donc... c'est pour ça que je pense que le petit ou gros sein, il y a... Tout est bon à prendre. Très bien, eh ben prenez tout. Eh bien, vous pouvez poser une question à Yves, il vous écoute, allez-y, Cédric. Oui, ma question, ça serait de savoir, selon Yves, quel est pour lui un rapport sexuel complet et réussi à 100%. Ah Ah, c'est une bonne question, mais ça va dépendre de tout un chacun. Tout un chacun a un script sexuel dans la tête et il veut accomplir son script sexuel. Donc, il y a certaines personnes qui vont être plus sur les caresses, tout ça, orgasme qui est ou il n'y est pas, on va leur demander et quid de la satisfaction sexuelle. La satisfaction sexuelle, c'est une satisfaction sexuelle, c'est la note qu'on va donner après les choses, la relation sexuelle. Donc, c'est désir sexuel, plaisir sexuel et l'intensité de l'orgasme. Soi-même, et c'est aussi la satisfaction sexuelle, il y a très peu de sexologues qui en parlent, c'est l'orgasme que l'autre a eu. Peut-être que moi j'ai eu un tout petit orgasme, mais le fait que l'autre, le partenaire a eu un énorme orgasme, ma satisfaction sexuelle va être grande, même si mon orgasme est petit. Donc c'est la satisfaction sexuelle qui va être importante. Donc qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Ça va dépendre d'une personne à une autre. Il y a certaines personnes, comme on a vu, qui n'aiment que la pénétration, d'autres vont aimer un script beaucoup plus élargi. Ça va dépendre d'une personne à une autre. Et pour vous, c'est quoi, Cédric? Moi, c'est d'avoir réussi à donner suffisamment ou le plus de plaisir possible à ma partenaire. Ça, ça me procure une grande satisfaction. Alors ça, c'est les trois. À l'heure actuelle, c'est 3/4 des hommes qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont excités indirectement. C'est pas sur leur corps qu'ils sont excités, ils sont excités par l'excitation qu'ils donnent aux autres. Donc, dans les années 70, il y a eu le Sheer Height. Donc, Madame Sheer Height, qui était une journaliste, en fait, et qui a fait un rapport sur la sexualité, et disait tous les hommes sont égoïstes. Tous les hommes ne pensent pas aux autres. Et c'était faux, parce que dans la même année, il y a eu un urologue anglais qui a fait une étude, et pour lui, 90% des hommes étaient excités par le plaisir qu'ils donnaient, et ils n'étaient pas du tout égoïstes. Donc, la majorité d'hommes, au jour d'aujourd'hui, vont être excités, comme il y a 50 ans, indirectement, c'est-à-dire par le plaisir que l'autre. Donc, ils vont plus regarder les yeux de l'autre, de leur partenaire, pour voir quel est le plaisir qu'elle prend et être excité en fonction de ça. Donc, vous n'êtes pas malade, hein? Non, mais je pense pas qu'ils se sentent malades d'ailleurs. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Je suis évidemment d'accord avec vous, Yves Pslati, parce que moi j'ai toujours pensé que les femmes simulaient plus pour faire plaisir à leur homme qui comme ça se sent satisfait que pour autre chose. Il y a pas de, enfin je veux dire c'est presque un cadeau qu'elles leur font quand elles simulent. Enfin moi c'est toujours été mon La première raison de la simulation de la femme, c'est pas faire plaisir à l'homme. La première raison pour la simulation de la femme, c'est pour montrer à l'homme qu'elle n'est pas incompétente.
Vraiment, la première, c'est ça. Oui, Donc, c'est pas pour lui faire plaisir. C'est un truc de self-esteem, d'image d'elle-même pour lui montrer qu'elle n'est pas incompétente. Oui, je sais pas. Bon, le débat est ouvert. S'il y a des femmes qui simulent et qui ont envie de nous dire pourquoi, elles nous appellent sur Sud Radio 0826 300 300. Allez, on fait une petite pause. Merci Cédric en tout cas d'avoir répondu aux questions et puis on vous retrouve. Venez parler de votre santé sexuelle 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. La santé sexuelle, c'est ce dont nous abordons comme thème aujourd'hui en compagnie de Yves Pslati, décidément, sexothérapeute. Je rappelle donc samedi a lieu à Bruxelles, donc le premier congrès international de santé sexuelle, AFPSS, et donc n'hésitez pas si vous avez envie de venir. C'est ouvert au grand public ou uniquement aux professionnels thérapeutes, médecins? Celui-là, c'est plutôt aux professionnels. Le grand public, ça va être une autre fois pour le grand public. Ici, c'est pour les professionnels. D'accord. Donc, c'est encore temps de s'inscrire, évidemment, si vous avez envie. AFPSS.eu, sur le site, ils peuvent s'inscrire, mais il ne reste plus beaucoup de place, il faut aller assez vite. D'accord. Écoutez, on va peut-être remplir d'ici 16h, donc n'hésitez pas en tout cas. Claude est avec nous. Bonjour Claude. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Bonjour Claude. Bon, donc vous avez une sexualité aussi harmonieuse, je crois. Oui, qui est devenue harmonieuse, mais une fois que j'ai divorcé, parce que justement, oui, il faut ça. Enfin, à mon avis, je crois quand même que une sexualité qui n'est pas partagée au sein d'un couple, je crois que ça fait partie des origines principales des divorces. Parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir de bon équilibre au sein d'un couple s'il n'y a pas un bon équilibre sexuel et s'il n'y a pas une bonne santé sexuelle. C'est, à mon avis, une chose indispensable, comme on a l'habitude de dire. C'est le ciment du couple. Ça n'est pas que sur la sexualité que repose l'équilibre d'un couple, mais c'est indispensable à mon avis. Après, je voudrais revenir sur une chose. Alors, on va demander à Yves de répondre, Claude, et puis on vous redonne la parole, bien sûr. D'accord. Indispensable, s'il y a deux sexophobes, c'est pas du tout indispensable. Donc, deux sexophobes, ils peuvent très bien vivre la main dans la main, ils sont habillés dans le lit, ils ne se voient pas nus, ils ne prennent pas un bain tout nus ensemble, donc ils se donnent des bisous, mais juste sur la bouche, juste sur la joue, je veux dire, pas sur la bouche. Mais pas ils sur vivent la bien bouche, ensemble. Non, mais ce que je trouve intéressant, Claude, j'ai envie de rebondir, c'est que vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui vont dans un premier lien conjugal choisir quelqu'un qui ne les satisfera pas sexuellement. Je trouve que c'est incroyable le nombre de cas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on n'est pas encore assez près dans sa sexualité pour pouvoir choisir la bonne personne. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Yves? Si, mais ils pensent qu'ils vont, l'erreur que les gens font, donc, avant de se mettre ensemble, ils passent quelque temps. Ceux qui doivent savoir qu'au début, si on est suffisamment amoureux et passionnément amoureux, le sexe il y a, même les sexophobes, ils baisent à tout vent parce que ça les rapproche. Et puis, une fois que la passion est terminée, le sexe s'arrête. On l'a pas dit à l'autre que je suis sexophobe, et les gens ils se disent il est un peu sexophobe, mais ça va s'arranger. Et puis les années passent et ça ne s'arrange jamais. C'est ça le problème. Je suis pas persuadé que le ou la sexophobe reconnaisse qu'elle est sexophobe. Pour elle, une sexualité que je vais qualifier de pauvre, c'est quelque chose qui lui suffit, et pour elle, pour mon ex, elle n'était pas sexophobe. Elle avait peu de besoins, petite libido, alors que j'ai toujours fait très attention au principe de lui apporter du plaisir. Oui, et j'ai toujours fait en sorte qu'à chaque fois, justement, qu'elle ne soit pas déçue, j'étais d'abord et avant tout orienté pour aller rechercher le meilleur plaisir possible que je pouvais lui donner. À chaque fois, elle avait un orgasme. Et ça, c'est une chose que moi, je peux pas comprendre. Comment qu'est-ce que vous appelez le peu de rapport? C'était combien de fois par mois?
C'était peut-être par an, je sais pas. deux fois par mois au moment où j'ai mis fin à la relation, où j'ai voulu divorcer parce que voilà, c'était et puis mais en plus de ça, je veux dire, il y avait peu de rapports et il y avait peu d'entrain. Je veux dire que c'était pas la corvée, mais presque. Alors que je le répète, chaque fois, et elle ne simulait pas. Oui, non, mais chaque fois, elle avait un orgasme. Et ça, c'est une chose que je ne pouvais pas comprendre. Comment on peut se priver de plaisir? Oui, mais je crois que c'est important il y a beaucoup de femmes qui vont faire l'amour une fois ou maximum 2 fois, 3 fois par mois et qui sont très heureuses comme ça. Est-ce qu'on peut pour autant considérer que c'est trop peu? C'est trop peu, je peux l'entendre pour un homme ou pour vous en l'occurrence, mais Yves Pslatty, est-ce qu'on peut compter le nombre de rapports nécessaires pour considérer que tout va bien? Le problème, c'est que vous dites les gens qui font 2 fois l'amour par mois. OK? Et puis, ça va devenir 2 fois par an, et puis ils vont abandonner. Donc, soit je suis gentil avec les gens, je leur dis, vous savez, en sexualité, il n'y a pas de normes. En fréquence de rapport sexuel, il n'y a pas de normes. Alors, je vais être gentil avec les gens. Soit je vais tirer la sonnette d'alarme. Donc, 2 fois par mois. Donc, moi, j'ai pas honte de le dire en tant que sexologue, c'est peu, point. Donc, c'est très peu. C'est très peu parce que vous allez abandonner la sexualité. Alors, combien il faut? Ça, je n'en sais rien. Ça va dépendre d'une personne à une autre. Mais le faire tous les jours, ça n'a tué personne, hein. Donc, c'est à vous de voir mais 2 fois par... Donc, il faut être clair avec les gens. En tant que sexologue, on n'a pas le droit de dire, oui, vous savez, en sexualité, il n'y a pas de normes. Ça, si, il y a des normes. Il y a des normes. Parce que ici, vous aurez des problèmes de sécheresse vaginale. Si vous faites en plus, vous ne masturbez pas. Des sécheresses vaginales, des douleurs, tout ça, bientôt. Et ça, il faut être honnête avec les gens et de leur dire, c'est pas suffisant pour maintenir une santé sexuelle. Si on parle santé sexuelle, pour maintenir une santé sexuelle, c'est pas suffisant le mot 2 fois par mois. Il faut que quelqu'un leur dise, hein. Voilà, donc Claude, vous avez raison, ce n'était pas suffisant. Et après, il faut pas être têtu, il faut savoir mettre fin à la relation, parce que, eh bien, moi, je suis désolé, mais pour mon équilibre, et j'estime que pour l'équilibre du couple, eh bien, il faut avoir quand même suffisamment de relations sexuelles, et que le nombre de rapports sexuels convienne à l'un et à l'autre. Je suis pas pour imposer, mais je suis pour que ce soit un accord harmonieux, hein. Alors, vous allez nous dire si vous avez trouvé une partenaire qui vous convient dans un instant. On va laisser la place aux infos et puis on vous invite également vous aussi à réagir sur Sud Radio 0826 300 300. Je vous propose une devinette, elle est assez connue. Peut-être que vous connaissez la réponse. Yves Pslatty, qui a dit on peut toucher le fond sans pour autant être dépressif? Je vous laisse réfléchir et on se retrouve après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer la santé sexuelle en compagnie de Yves Pslatty, créateur également de cette association AFPSS, cette association francophone pour la promotion de la santé sexuelle dont le premier congrès a lieu samedi en Belgique, à Bruxelles. Alors déjà la devinette, la réponse à ma devinette, Yves, qui a dit on peut toucher le fond sans pour autant être dépressif. Je connais la réponse, mais j'ai triché. Pendant la pause, j'ai été regardé sur Internet. D'accord, c'est pas grave. Vous êtes honnête, vous l'avouez. Alors, vous savez qui c'est? Dites-nous. Notre ami Rocco Siffredi. Absolument, c'est Rocco Siffredi qui a dit ça. Mais elle est assez connue. La preuve, c'est qu'on la retrouve sur Internet. Oui. Bon, eh bien, nous avons Claude avec nous, n'est-ce pas, Claude? Oui. Donc, vous nous avez raconté que vous avez quitté, vous avez demandé le divorce parce qu'il n'y avait pas suffisamment de relations sexuelles dans votre couple. C'est peut-être même d'ailleurs assez courageux parce que ça respectait vos besoins et puis si votre couple allait peut-être pas si mal, donc c'est pas si simple. Ah, mais vous savez, quand il y a un déséquilibre dans le désir sexuel, je pense que le couple peut facilement vaciller, hein. Parce que personnellement, moi, ça me rendait assez de mauvaise humeur. Je veux dire que je ne vivais pas en harmonie au sein de mon couple à cause de ce manque de rapport sexuel. Et je pense que c'est là où peut-être les femmes doivent faire attention si elles le désirent, pérenniser leur union, hein.
Oui, mais attendez, Claude. Tout le monde n'est pas comme vous, hein. Ouais. Donc, si j'essaie de lire entre les lignes chez vous, c'est que la sexualité est quelque chose, une activité très importante pour vous. Vous êtes un grand sexophile. Les hommes ne sont pas si sexophiles que ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre avec un rapport sexuel mensuel pendant 30 ans. Et ils vont un peu râler, mais ils vont pas se séparer pour ça. Donc, ce n'est pas le cas d'un grand sexophile. Un grand sexophile, donc, il va se séparer à cause de ça. Donc, il faut pas croire que tous les hommes sont comme vous, hein. Oui, je crois que c'est intéressant ce que dit Yves, hein, parce que ça mettrait une pression à toutes les femmes qui nous écoutent. Heureusement que tous les hommes ne sont pas comme vous, Claude, sinon ce serait compliqué. Ah ben je sais pas, ma compagne actuelle ne se plaint tant pas. Mieux. Non mais sexuelle. Bien au contraire. Non mais il y a des femmes sexophiles et oui. vous faites partie de la première division, comme Tania qu'on a écouté tout à l'heure, et vous avez trouvé une femme qui fait partie de la première division. Tout va bien. Voilà. Tout à fait. Voilà. Moi, je le dis parfois en plaisantant, Yves Psati, je le dis parfois en plaisantant, le maire, au moment où il prononce les vœux de mariage, devrait faire remplir un questionnaire à chacun des membres du couple. Combien de fois vous aimeriez faire l'amour par mois? Et puis, si vraiment c'est trop différent, il doit pas les marier, parce que c'est forcément un échec. Et puis, s'ils font des enfants et qu'ils se retrouvent après à divorcer, c'est triste quand même. Un grand sociologue italien, Alberoni, un jour il a sorti une phrase magique. Si les hommes savaient que tous les jours ils ne pourraient pas baiser, aucun homme ne se serait marié. Donc un homme, quand il se marie, il pense que gratos, il va baiser tous les jours. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement pas le cas. Donc, mais les hommes se marient parce qu'ils sont amoureux. Enfin, voyons. Bon, merci Claude en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Et on continue avec Frédéric qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Comment vous réagissez au témoignage de Claude justement, puisque vous aussi vous êtes un homme qui aime l'amour? Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Se séparer pour cela. Ouais, c'est un peu too much, je trouve. Et je parle en tant que grand sexophile, hein. Mais ouais, non, c'est un petit peu dommage. Il y a peut-être d'autres solutions à explorer avant d'en arriver à cette extrémité, en tout cas, en ce qui concerne son témoignage, je crois. Oui, donc la différence entre vous, c'est que vous aimez tous les deux faire l'amour, c'est important pour vous, mais pour vous, c'est pas totalement vital, tandis que pour Claude, c'est son premier besoin, c'est peut-être la première chose pour laquelle il a envie d'être en couple. Si, c'est vital. Si, c'est pas ce que je dis. Bien sûr que c'est vital et pour moi aussi, mais en arriver à l'extrémité d'une séparation parce que on considère qu'on n'a pas suffisamment de rapports sexuels, je pense moi, c'est que l'on n'a pas peut-être exploré toutes les pistes qui font que l'on pourrait arriver justement à une harmonie sexuelle. D'accord. J'ai du mal avec la notion de sexophobe. J'y crois pas vraiment, en fait. Je pense qu'on trouve pas la clé, mais la sexualité, c'est... Pardon ? Vous voulez dire que vous pensez qu'il n'y a pas de femmes sexophobes ? Non, ni de femmes ni d'hommes. Je crois pas vraiment à ça. Pour caricaturer, alors d'une manière très très schématique, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Mais pour le caricaturer, je dirais il y a que des mauvais amants ou des mauvaises maîtresses. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois pas à ça. Je pense que tout le monde a des besoins sexuels qui sont plus ou moins cachés, plus ou moins enfouis, qu'on se révèle plus ou moins les uns et les autres. Mais elles sont là. Après, il suffit d'aller trouver la clé. Alors parfois c'est très compliqué, ça passe par des analyses, ça passe par des thérapies, mais j'ai un petit peu de mal à croire à cela. Je crois pas vraiment à cela, non. Yves, qu'est-ce que vous répondez à Frédéric ? Alors, il y a dans les années 80 un sexologue, il n'était pas sexologue tout à fait, mais un médecin français qui a sorti la phrase: il n'y a pas de femmes anorgasmiques, il y a des hommes incompétents. Oui, voilà, absolument. Et c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Ça a fait énormément de mal aux femmes. Donc, les femmes, au lieu de se mettre en question, de dire « Ah, si moi j'ai pas d'orgasme, c'est la faute de l'homme. Moi, j'ai rien à voir. » Et il n'y a aucune femme qui n'a bougé. Heureusement, dans les années 2000, on a battu en brèche cette phrase-là. Donc, et on sait que ce n'est pas vrai du tout. Donc,
juste vous donner un exemple. Il y a eu plein d'études qui ont été faites là-dessus, surtout aux États-Unis. Donc, ils ont fait toute une étude sur des femmes qui n'ont pas de désir sexuel. Et alors, qui ont changé énormément de partenaires en pensant que c'est grâce aux partenaires que je vais améliorer ma sexualité. Est-ce qu'elles ont amélioré la sexualité? La majorité des études montrent non. Donc, à un moment donné, il faut pas dire aux gens, c'est à cause du partenaire, c'est à cause de vous. Donc, on n'est pas gentil en faisant ça. Mais est-ce qu'il faut être gentil? C'est ça. Est-ce qu'il faut pas faire bouger les gens? Donc, tu es responsable de ta sexualité. Un homme est incapable de donner un orgasme à une femme. Une femme est incapable de donner un orgasme à un homme. On prend son orgasme. Donc ça, c'est vraiment la clé de la sexualité. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis désolé, monsieur, mais pour nous, Frédéric, de dire voilà, il y a des gens incompétents, c'est à cause de ça qu'on n'aime pas. Vous ne pouvez pas imaginer qu'en fait la sexologie, le nombre de sexophobes qu'il y a, ils vont jamais bouger de leur vie, qui changent 10 partenaires, 100 partenaires, ils vont jamais. Et ça, il faut le dire aux gens. Donc, au lieu de dire, ah oui, ça doit être le partenaire, non, mettez-vous en cause. Essayez d'améliorer vous-même votre sexualité et n'attendez pas que l'autre améliore la sexualité. En même temps, ça, Yves, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Oui, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, Yves, mais en même temps, on voit bien que, notamment peut-être plus chez les femmes que chez les hommes d'ailleurs, tout d'un coup, il y a une rencontre et il se passe quelque chose, peut-être parce que c'est le bon moment pour la femme, mais c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent. Il y a des femmes qui, par exemple, se sont mariées, n'ont pas éprouvé de plaisir, et puis tout d'un coup, elles se séparent, elles prennent un amant et tout d'un coup, elles découvrent l'orgasme. Encore une fois, Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a décidé de s'investir dans la sexualité à ce moment-là. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec vous. Tout d'un coup, elle a lâché quelque chose et du coup, l'orgasme peut arriver. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai aussi que parfois, alors je vais expliquer les choses autrement pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien. Parfois, on est dans un couple où on a raté sa rencontre sexuelle, la sexualité ne fonctionne pas et il y a peu de chances que on ait envie que ça fonctionne d'une certaine manière, peut-être de manière très inconsciente. On continue à faire que ça ne fonctionne pas. C'est ça que je veux dire. Oui, tous les cas de figure existent, bien évidemment. Hein. Donc, ces cas de figure aussi existent complètement. Et c'est parfois parce qu'on va aller chercher ailleurs qu'on va pouvoir s'ouvrir, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, je suis pas en train de dire... Responsabilisons les gens. Notre chose, c'est d'abord responsabiliser les gens et pas l'autre. Donc, soi-même, il faut responsabiliser. Bon, Frédéric. Oui. Alors, j'entends ce que dit Yves, je le comprends tout à fait. Je ne parle pas de l'aspect technique de la chose, c'est-à-dire le bon amant, le mauvais amant, la bonne maîtresse, la mauvaise maîtresse, parce qu'il sait s'y prendre. Non. Moi, je parle de l'aspect psychologique de la chose, c'est-à-dire à partir du moment où on va tomber sur un partenaire il va se considérer ou on va considérer, suivant ce qui est dit depuis le début de l'émission, comme quelqu'un de sexophobe, je crois encore une fois pas du tout à cette notion de sexophobie. Je pense que l'intérêt justement du couple au regard de la sexualité, c'est d'arriver à avoir suffisamment de dialogue avec son partenaire pour pouvoir mettre sur la table les éléments en disant voilà, on a un souci dans notre couple, on ne s'entend pas d'un point de vue sexuel. Qu'est-ce qui fait que l'on ne s'entend pas? Et justement d'ouvrir le dialogue pour permettre à l'autre également pour permettre à l'autre surtout de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir prendre, en tout cas avoir une conscience différente de sa sexualité potentielle et sa sexualité qui est sous-jacente. C'est en cela que je veux dire. Je parle pas du bon amant en gros qui va savoir se servir de ses ustensiles ou pas. C'était pas du tout l'idée. Hein. C'était pas mon propos. Hein. Ok, je comprends. Okay. Ouais. Voilà. Oui. Alors, si vous le permettez, parce qu'en fait c'était pour ça que j'ai appelé au départ. Tout à l'heure, vous avez parlé de notion d'égoïsme lorsque vous parliez de ces hommes qui de plus en plus, en fait, on se rend compte que ce qui les intéresse, c'était de donner du plaisir à leur partenaire, et qu'ils avaient ce besoin de donner du plaisir à leur partenaire. Donc il y avait plus de notion d'égoïsme là-dedans. Alors là où je vais mettre la mouche dans le bol de lait, moi, est-ce que il n'y a pas un petit peu la notion du contraire? C'est-à-dire, est-ce que
c'est pas par un ego surdimensionné que l'homme cherche désespérément à satisfaire sa partenaire et qu'il prend de la jouissance à partir du moment où lui la satisfait, ce qui le remplit lui et qui vient nourrir son ego. Ah bah c'est une belle question. Yves va vous répondre dans un instant. On fait juste la petite pause, un peu de suspense et on verra si les hommes sont narcissiquement égocentrés. On va le savoir dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et oui, le grand débat est ouvert. On écoute Frédéric qui dialogue avec notre invité Yves Psati, sexothérapeute. Alors, quelles sont les raisons qui font que l'homme a envie que la femme ait du plaisir, que sa satisfaction sexuelle soit par la jouissance féminine? Est-ce de l'égocentrisme, un besoin de renforcement narcissique? Yves Psati, qu'est-ce que vous répondez à Frédéric qui est toujours avec nous et qui peut également continuer à intervenir, bien sûr? Alors, merci beaucoup Frédéric, j'adore cette question. J'adore cette question parce que on revient souvent sur cette question-là. Donc, pour répéter, un homme, il est excité par quoi? Donc, il est excité indirectement par la jouissance de sa femme parce qu'il est altruiste, ou bien il est excité par égoïsme, c'est-à-dire que I am the best, c'est moi qui lui donne du plaisir, et par narcissisme. Bon, en fait, tous les cas de figure existent en sexologie. En sexualité, tous les cas de figure existent. Mais, comme je suis un peu curieux, quand un homme va venir me raconter ça, l'un ou l'autre cas, donc je veux bien savoir, je veux le piéger un peu, piéger gentiment, c'est-à-dire que je veux avoir la réponse dans quel camp il est. Est-ce qu'il est narcissique ou bien est-ce qu'il est altruiste? Vous savez quelle est la question que je vais lui poser? La question que je vais lui poser, donc, vous êtes en plein coït avec madame et elle est multi-orgasmique, vous prenez du plaisir? Ah oui, je prends énormément de plaisir, tout ça, il va dire, ok. Prenons un autre cas de figure, je vais lui dire. Il n'y a pas de coït, il n'y a pas de pénétration. Madame est en face de vous, elle se masturbe et elle a plein d'orgasmes. Est-ce que vous prenez plaisir de ça? C'est ça la question. C'est-à-dire qu'il y est pour rien, donc il ne va pas se mettre des étoiles sur ses épaulettes, il n'y a pas de narcissisme, elle n'a pas besoin de lui, elle vient toute seule. Alors l'homme qui me dit, eh ben c'est ça que j'aime, c'est ma femme, c'est la femme que j'aime, j'ai envie de la voir prendre du plaisir, elle, que j'y suis pour quelque chose ou pas. Donc ça, c'est pas du narcissisme. Alors les mêmes hommes, tous ceux qui me racontent ça, qui ont été dans des clubs échangistes, voilà ce qu'ils me racontent. Michel, il va avec sa Micheline, c'est Michel qui me raconte, et il rencontre Joseph et Joséphine. À un moment donné, ils s'échangent les couples, Michel est en train de pénétrer Joséphine, et sa Micheline est en train de se faire pénétrer par Joseph. Quand je lui demande, donc vous êtes l'un à côté de l'autre, les deux couples, vous êtes encore, toi Michel, qui est en train de pénétrer la Joséphine, tu regardes quoi? Vous savez, 9 fois sur 10, celui qui n'est pas narcissique, celui qui est altruiste, il dit, moi je ne regarde pas, moi je pénètre la Joséphine, je ne regarde pas la Joséphine, je regarde ma Micheline, je regarde ma Micheline, comment elle prend du plaisir, quelle est, la femme que j'aime c'est Micheline, c'est pas Joséphine, je regarde la Micheline, comment elle prend du plaisir, et c'est de ça indirectement que je suis excité. Voilà comment on va savoir si c'est par égoïsme, parce que tous les cas de figure, ou bien par altruisme, donc est-ce qu'il est narcissique, ou bien est-ce qu'il est altruiste. By the way, hein, donc à ce moment-là, ça va faire chier la pauvre Joséphine qui va dire, l'autre, Michel est en train de me pénétrer, au lieu de me regarder moi, il regarde sa nana, il regarde sa Micheline, ça va faire chier la Joséphine. Mais souvent, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire, Frédéric? Oui. On peut être les deux à la fois. C'est-à-dire de voir sa partenaire pour prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre, ça n'enlève rien au fait du narcissisme. Parce que malgré tout, on est partie prenante du jeu. Puisque c'est un jeu. Il faut pouvoir être excité. Il faut pas. Donc, il y a certains hommes qui disent, il n'aime pas que la femme se masturbe devant lui. Il n'aime pas que la femme vienne devant lui. Genre, et moi, je sers à quoi?
Oui, pourquoi elle fait ça et moi je sers à quoi? Donc ça va les déranger. Il y a même des hommes qui n'aiment pas que la femme utilise un jouet parce qu'ils ont l'impression d'être mis de côté. Non, mais je pense pas que ce soit votre cas, Frédéric. Je pense que pas du tout. Pas du tout. Non, bien sûr. Moi, de la voir prendre du plaisir, qu'elle le prenne toute seule avec sa main ou qu'elle le prenne avec un jouet, ce qui est important, c'est qu'elle prenne du plaisir. Mais ça n'enlève pas le fait que comment dirais-je, l'intérêt que je vais y trouver et la jouissance que je vais y trouver moi, quelque part, elle nourrit aussi mon narcissisme. Mais ce que je voudrais dire quand même, Yves Pslati, c'est que moi je trouve ça normal aussi qu'un homme qui pénètre une femme soit heureux que son pénis la fasse jouir. Enfin, je veux dire, ça me paraît un peu normal. De même que nous, quand c'est pas noir, c'est pas du noir ou du blanc, hein. Donc il y a plein de zones grises là-dedans. Voilà, c'est important juste il y a quand même quelque chose, bien évidemment. Et c'est pas il faut pas être uniquement Absolument. Donc tous les cas de figure existent. Donc avec plein de zones grises là-dedans, tous les cas de figure existent. Ça va dépendre d'un moment. Pour la même personne, ça va dépendre d'un moment à un autre. Par exemple, aujourd'hui, il est un peu fatigué, tout ça. Il n'a pas une bonne érection et que madame se masturbe devant lui et qu'elle jouisse, il va prendre beaucoup de plaisir. Un autre jour, il voudra la pénétrer et qu'elle jouisse avec pénétration. Tous les cas de figure existent, même pour la même personne. Merci en tout cas, Frédéric. Je vous laisse le mot de la fin de ce dialogue. Frédéric, est-ce que vous voulez, comment vous voulez conclure? Écoutez, conclure, je sais pas comment je pourrais conclure ça en souhaitant plein de plaisir à tout le monde. Oui, absolument, c'est une bonne conclusion. Et que tout le monde s'amuse. et que tout le monde s'amuse, oui. Parce que je crois que un des grands problèmes des sexophobes, c'est que la sexualité, c'est pour faire des enfants, c'est pas ludique. Et finalement, quand on comprend que la sexualité, c'est un plaisir comme un autre, on est déjà peut-être un peu plus ouvert au fait de... Là, oui. ça ouvre encore un autre débat, mais j'ai pas envie de monopoliser l'antenne. Là, on va vers la problématique de notre éducation, comment dirais-je, transgénérationnelle et judéo-chrétienne. Mais bien sûr. Gros. Mais on avance quand même, on avance. Merci beaucoup Frédéric. On va se retrouver dans un instant avec un Love Conseil. Comment réussir à maintenir une bonne relation amoureuse et non pas sexuelle. C'est pas tout à fait la même chose évidemment. Et puis Yves Pslati est toujours avec nous. Si vous avez envie de lui poser des questions, n'hésitez pas, vous nous appelez sur Sud Radio 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors bien sûr, grâce à vous, Yves Pslati, on a compris que la sexualité était très importante pour maintenir une bonne relation amoureuse. Et puis voilà, quelques conseils qui sont finalement à la fois assez simples et en même temps pas si simples, mais qui montrent à quel point si on veut maintenir sa relation en bon état, il faut un peu y travailler. Alors, il faut respecter quelques rituels pour maintenir une bonne relation. Une fois par jour, visualisez une image positive de votre partenaire et sachez lui faire une remarque agréable, pas forcément un compliment, mais dites-lui quelque chose d'agréable au moins une fois par jour. Une fois par semaine, sachez le remercier pour quelque chose qu'il a fait ou qu'elle a fait pour vous, rien que simplement parce que vous avez apprécié la chose qu'il ou elle a fait. C'est pas forcément quelque chose d'important, mais on trouve toujours un petit quelque chose que l'autre a fait pour nous. De même, une fois par semaine, faites-lui une petite ou une grande surprise, mais en tout cas une surprise. Voilà, et ça c'est vraiment important. Ensuite, une fois au moins toutes les semaines également, passer 2 heures ensemble pour une activité agréable. Alors c'est pas forcément s'occuper des enfants, ça ne compte pas parce que ça fait partie du quotidien, mais une activité agréable, ça peut aller marcher ensemble, ça peut aller au cinéma, aller au restaurant, ça peut tout simplement regarder un très bon film que vous avez envie de voir tous les deux, mais pas le truc machinal qu'on met quand on allume la télé. Et une fois par mois, passer un moment, alors ça peut être une soirée, une journée, tous les deux en amoureux,
juste en amoureux, hein, donc ça c'est encore autre chose. Et une fois par an, prévoyez un tout petit bilan de votre couple. Voilà, si on respecte tous ces rituels, normalement la relation ça permet à la relation d'enlever tous les parasites qui petit à petit nuisent la relation. Voilà, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, Yves? Ouais, c'est de bons conseils. Hein. Bah oui, mais on les tient pas tous, hein. Ouais. Ça, il faut bien avouer que on est un petit peu fainéant, ou alors on se laisse un petit peu envahir par l'habitude, alors que pourtant c'est essentiel, notre couple. Donc on continue avec Ève qui a patienté un petit peu. Excusez-nous, hein, on dit que les femmes sont bavardes, mais vous avez vu, Ève, les hommes aussi sont bavards, hein, parce que Frédéric et Yves, ils en avaient des choses à se dire. Oui, j'ai pu voir ça. Bon, bonjour alors, Brigitte. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour. Du coup, je vous ai coupé la parole. Non, allez-y, on vous écoute. C'est très bien. Je suis en couple depuis 3 ans maintenant. Et au démarrage de notre relation, en fait, concernant tout ce qui était sexuel, fantasme, etc., je me suis retrouvée un petit peu face à un mur. C'est-à-dire que je suis rentrée dans le début d'une sexualité avec cette personne, avec des pseudo a priori et surtout des discours. C'est-à-dire que j'étais amie avec son ex qui ne savait pas que j'étais avec lui et qui m'avait déjà donné des informations comme quoi il n'était pas très motivé au lit et que c'était pas son truc, la sexualité, et que il avait des gros problèmes. Donc du coup, moi, je suis rentrée dans cette relation avec cette espèce de poids, de croyance dont je ne lui ai pas parlé, évidemment. Et quand on a toxique en plus, oui. Hyper toxique, oui, tout à fait. Ouais, et quand on a commencé à avoir des relations, ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'érection. Quand je lui demandais ce qu'il aimait, etc., il me disait toujours qu'il aimait tout. Mais tout, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, il n'avait pas d'érection. Et comme j'étais dans une situation un petit peu particulière où j'avais encore le père de mes enfants qui était on était en coloc, donc mais on n'avait évidemment pas de rapport, rien du tout. Il était donc préoccupé par ça et il me disait que par cette préoccupation, il ne pouvait pas avoir d'érection parce qu'il avait l'impression d'être en plus ou en trop. Alors au démarrage, j'ai pris ça pour OK, mais comme ça a duré quand même pas mal de mois, à un moment donné, je me suis dit mais c'est pas possible, il y a un vrai problème. Et comme j'avais pas plus d'informations dans la communication, on avait une communication très bonne, on parlait ouvertement des choses, mais j'avais beau mettre le paquet, puis moi j'avais pas l'habitude parce que, je veux dire, quand je mettais le paquet, en général j'avais des résultats et là j'en avais pas. Donc du coup j'avais un retour de ma propre image et je me suis mis à douter de moi. Et douter d'un élément dans lequel j'étais super à l'aise et que je ne me suis jamais trop posé de questions, etc. Oui. Et je me suis tout de suite recentrée en fait sur le corps. Comme j'avais fait pas mal d'arts martiaux, j'avais toujours cette notion par rapport au corps et je me suis dit je vais peut-être prendre le temps de découvrir concrètement comment fonctionne son corps, ce qu'il était, parce que c'est quand même un peu particulier, cette verge qui avait du mal à être en érection. Du coup, je me suis mise à dédramatiser, à lui donner des paroles rassurantes en disant c'est pas grave, on le fera plus tard, on peut peut-être tourner autour sans avoir de pénétration, c'est pas important, ça viendra. Et je lui ai redonné comme ça un petit peu de réconfort. Je me suis dit que voilà, je pouvais faire ça. Et ensuite, petit à petit, j'ai en testant des fantasmes ou des choses différentes, par exemple des petites tenues, puis je me rendais compte qu'il était un peu plus excité, ou quand on était voilà, et je faisais des petits jeux et je voyais comment en fait il pouvait réagir avec son corps, et j'ai noté des informations en fait vraiment corporelles, et du coup je me suis branchée avec mes observations et entre mon corps et son corps, et j'ai commencé à entretenir une sexualité qui était déjà différenciée, puisque je testais sur lui, entre guillemets, plein de choses pour voir qu'est-ce qui était plus probant, ce qui lui faisait plus de bien ou ce qui le faisait réagir. Et je me suis aperçue de certaines situations qui lui plaisaient davantage, une façon de faire une fellation ou une certaine tenue ou des moments intimistes qui lui plaisaient plus que d'autres.
Et petit à petit, je suis arrivée à comprendre comment fonctionnait un peu son corps. Et du coup, je suis passée à ce moment-là par les mots, en lui nommant ce que j'avais moi senti, en disant j'ai l'impression que tu aimes beaucoup quand c'est comme ça. Et timidement, il a commencé à me répondre en disant oui, apparemment, oui. Et du coup, j'ai pu avoir des informations verbales. Et avec ces informations, j'ai continué de creuser, de rechercher. Et du coup, j'en suis arrivée au bout de ces 3 ans à une conclusion complètement inverse, à savoir que c'est pas du tout quelqu'un qui n'aime pas le sexe. C'est pas du tout quelqu'un qui a des problèmes en soi. C'est vrai que on dit qu'il y a une part de féminin, une part de masculin chez chacun d'entre nous. Et j'ai noté que j'ai découvert que chez certains hommes, en l'occurrence chez lui, il y avait une part de féminin très exacerbée qui n'entre pas dans quelque chose où il voudrait devenir une femme, ce genre de choses. On va pas jusque là. Non, je comprends bien. Mais il n'est pas avec le pénis en avant et le besoin toujours de pénétrer, etc. Mais aujourd'hui, vous en êtes arrivés à une sexualité épanouissante tous les deux ? Alors, on en est arrivé à une sexualité épanouissante. On a fait comme un apprentissage, en fait. Moi, Oui, mais c'est intéressant, justement. Bravo, parce que vous avez été une bonne initiatrice, visiblement. Mais je me suis aperçue d'une chose, c'est que avec ce côté féminin exacerbé, il y a quelque part une sorte de manque de virilité ou une virilité différente. Je sais pas, je vais pas exprimer un terme qui est pas juste, mais une virilité différente ou peut-être plus ténue. Je ne sais pas. Et du coup, il y a besoin d'une réassurance face à cette virilité. C'est ce que je note. Et par rapport à la conversation qu'il y a eu juste avant, avec, j'ai oublié le nom de l'auditeur. Frédéric, oui. Voilà. Je pense qu'en effet, j'ai remarqué que lui, quand je prenais beaucoup de plaisir, il était d'autant plus en érection et excité parce que il se sentait davantage viril et compétent, en fait. C'est ce que moi j'ai noté. Étant donné son ancienne femme qui donc avait certainement un discours un peu plus rabaissant en disant de toute façon ça t'intéresse pas. Sans doute un peu castrateur, oui. Exactement. Donc on rentrait dans 6 ans de relation de castration. Et du coup, il y avait ce problème de virilité qui avait besoin d'être, entre guillemets, pris en charge d'une autre façon. Nourri, oui. Et en plus, ce qui a été difficile, c'est que j'avais beau avoir une conversation, ça servait à rien, en fait. Parce qu'il ignorait. En fait, il me disait qu'il aimait tout parce qu'il ignorait ce qu'il aimait, en fait. Oui, mais c'est intéressant parce que il savait pas mettre des mots sur ce qu'il ressentait, sur ce qu'était sa sexualité, parce qu'en fait, c'est pas qu'il aimait tout, c'est qu'il n'avait pas de problème a priori de ne pas aimer le sexe, mais il ne savait pas ce qu'il aimait. Oui, parce que je pense qu'il n'a pas fait d'exploration et on l'a pas amené. Quel âge il avait quand vous le rencontrez ? Il avait 60 ans. Ah oui. Il y avait du retard. Oui, c'est ça. Alors apparemment, mieux vaut tard que jamais. Hein. Oui. Mais est-ce qu'il avait eu des sexualités un peu plus actives avant cette Alors en fait, il avait eu une relation de 30 ans avec une femme qu'il a beaucoup aimée et inversement. Mais cette femme était pas entreprenante ni demandeuse. Et elle n'était pas dans le contact physique, donc elle ne refusait jamais. Elle était, elle trouvait ça génial. Elle n'était pas castratrice dans ses mots, mais peut-être dans son inaction physique. Elle était passive, oui. Voilà, elle était passive parce qu'elle avait son propre truc à elle. Oui. Alors que vous êtes très à l'aise et vous êtes au contraire très active au sens large du terme. Yves, qu'est-ce que vous avez envie de dire ou de poser comme question à Ève ? Je pense que la virilité pour un homme est quand même importante. Donc si, comme peut-être qu'il a été castré pendant 30 ans dans son ancienne relation, il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour relever ça et le rassurer sur sa virilité. Et c'est comme ça qu'il a de bonnes élections. Donc elle a trouvé juste les bonnes paroles, ce qu'il faut dire, au lieu de l'écraser, au lieu de se moquer de lui, au lieu de lui dire qu'il est nul, donc de lui faire découvrir une sexualité. Donc c'est un prof
qui prend par la main son étudiant et qui tout doucement l'éduque. C'est ce que vous avez fait en fait. Hein. Et pour ça, il doit être content et reconnaissant. Hein. Donc vous avez stimulé sa virilité et c'est grâce à ça qu'il a de bonnes élections. Donc s'il n'a pas... contre, ce qui a été quand même difficile pour moi, c'est de mettre la mienne entre parenthèses. Par contre. Parce que donc, moi j'avais plus d'expérience, j'avais de l'expérience et quand même j'ai eu un parcours positif, donc beaucoup de chance pour moi. Mais moi je me suis retrouvée pas trop d'épanouissement là-dessus quoi. J'ai dû faire avec. Quand on veut faire le prof, et qu'on va prendre le temps pour faire prof. Donc, on ne le fait pas plusieurs fois dans la vie, hein, prof. Quand on change de partenaire, on veut bien le faire une ou deux fois dans notre vie pour être prof, pour apprendre à quelqu'un la sexualité. Mais si vous avez été prof maintenant dans votre vie à ce moment-là, c'est que vous l'aimiez beaucoup. Et que probablement, vous vous êtes dit, je vais m'investir là-dedans. Ma sexualité, pour un certain temps, je la mets en parenthèse, tout en sachant que peut-être que vous la mettiez en parenthèse, pas pour un certain temps, mais pour ad vitam aeternam, et que jamais il n'allait se relever de cette sexualité. Donc c'est parce que vous l'aimiez que vous êtes investi là-dedans. Ah oui, sinon j'aurais pas pu. Hein. Et le démarrage était difficile parce que quand on a une bonne communication, mais qu'on n'a pas les infos et que les infos qu'on a ne sont pas suffisantes, et que on comprend pas comment il y a pas de pénétration pendant ces moments où on sent de l'amour et de l'envie, du coup on se retourne les choses contre soi en se disant qu'est-ce que j'ai qui cloche finalement, alors que je m'étais jamais posé la question avant. Mais ça c'est une erreur, hein. C'est une erreur qu'on entend trop souvent. Une erreur fondamentale. Ouais. Une erreur fondamentale des femmes. Une erreur fondamentale. Donc, chez les hommes, il y a 3 troubles sexuels: éjaculation précoce, dysfonction érectile et manque de désir sexuel. Donc, quand il y a une éjaculation précoce, les femmes attaquent l'homme en disant: tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu ne penses pas à moi. C'est ton problème, va te faire soigner. Donc, ça, c'est le discours tenu pour la majorité des femmes qui vivent avec un éjaculateur précoce. Alors, quand c'est une dysfonction érectile, c'est pas du tout la même chose. Les femmes ne réagissent pas. Les femmes font un peu de l'autoflagellation. S'ils ne bandent pas, ça doit être à cause de moi. Je fais une erreur, ou bien je suis moche, je suis vieille, je suis grosse. Donc, au lieu de penser que le problème est chez lui, les femmes vont faire une autoflagellation, donc elles vont s'en sentir responsables. Or, c'est pas du tout ça. Dans la très, très grande majorité des cas, la femme n'a rien à voir avec ça. C'est lui le problème. Alors, si lui, il se trouve avec une femme qui est un peu sexophile, qui est un peu compétente, tout ça, un homme ne peut pas bander s'il n'est pas sûr de lui-même. C'est-à-dire, la question qui va se poser, comment je vais assurer? Cette question qui va se... Donc, il y a un neurotransmetteur qui vient tout de suite, qui s'appelle l'adrénaline. Et chez ces gens-là, l'adrénaline a un effet non pas positif, tout à fait négatif. Ils sont incapables de bander. Donc, c'est pour ça que ça va prendre énormément de temps de le rassurer, qu'il se rassure et il puisse un jour fonctionner. Donc, ce n'est pas du tout votre faute. C'est à lui qui se met la pression. On appelle ça angoisse de performance. Il se met cette angoisse de performance puisque elle connaît bien la sexualité, puisque je dois lui montrer que je suis compétent, tout ça, il ne va pas bander. Voilà ce qui se passe. Voilà. C'est exactement ça. Eh oui. Bon, enfin, en tout cas, on est ravis que ça aille mieux. Et puis, je trouve que votre témoignage est intéressant parce que, comme quoi, on avait tendance à dire depuis le début que, quand ça va pas bien, il y a peu de chances que ça s'arrange. La preuve que non. Parfois, ça s'arrange. Merci beaucoup, Ève. On fait une petite pause. On retrouve Alain dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est avec Alain que nous allons conclure cette émission en compagnie de Yves Pslati, créateur du concept de santé sexuelle. Et je rappelle que ce premier congrès a lieu à Bruxelles ce samedi, au campus Erasme ULB, route de Lénic à Bruxelles. Il reste encore quelques places. Si vous avez envie de vous inscrire, vous allez sur le site afpss.eu. Alain, bonjour. On a eu plutôt des gens qui étaient satisfaits de leur sexualité. Malheureusement, vous avez actuellement avec votre femme quelques problèmes. Quelques soucis, voilà. Alors bonjour Brigitte, bonjour Yves. Et bonjour Brigitte,
vous êtes le mode d'emploi du couple. Non, merci. Ah, vous voyez. Alors, moi, madame... On va essayer de vous aider. Allez-y. Oui, elle a des problèmes de vertige. Et pendant les quelques rapports sexuels, elle dit que si elle se concentre, ça peut lui faire réapparaître les vertiges. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre la contraception et le lâcher-prise? Alors, est-ce que lorsqu'elle fait l'amour, ça peut lui provoquer des vertiges, en fait? C'est ça que vous voulez savoir? Oui, si c'est une excuse ou si c'est une réalité? Elle ne peut pas se concentrer, ça l'empêche, voilà. Et alors, la concentration et le lâcher-prise, qu'est-ce que ça a à voir? Déjà, il faudrait savoir pourquoi elle a des vertiges. Oui, mais ça, on y travaille depuis très longtemps, et là, je prends les choses en main de plus en plus fort. Voilà. Voilà. Et alors, qu'est-ce que... Sur la journée, elle a souvent des vertiges en dehors de la sexualité? Pas spécialement. Ça peut arriver qu'elle ait des crises, mais quand on a des crises, on essaye de soigner ça, mais ça peut revenir à tout moment. Et ça revient pendant l'acte sexuel. Oui, et elle a peur, voilà, pendant l'acte sexuel, elle dit je ne peux pas me concentrer, sinon je vais avoir des vertiges. C'est justement le contraire, elle se concentre trop pour ne pas avoir de vertiges, ce qui fait qu'elle ne peut pas être dans le lâcher-prise de la jouissance, évidemment. Mais avant ces vertiges, Alain, est-ce qu'elle aimait faire l'amour? Est-ce qu'elle avait... Mais non, il n'y a jamais eu de grande... Bon. Alors, je crains, Alain, que votre femme, ce soit un petit peu comme certaines femmes qui, au moment de la ménopause, ont la bonne excuse de la ménopause pour dire, non, je peux plus faire l'amour. Vous voyez, je pense que là, qu'il faille régler la question, enfin, qu'il faille trouver les raisons des vertiges, ça c'est une chose, mais ça c'est un problème de santé générale. Là, je pense, alors, elle est peut-être sincère quand elle vous dit ça. Moi, je suis pas en train de dire qu'elle vous manipule, hein. Mais je pense que de toute façon, elle a plus très envie. Et puis le fait d'avoir des vertiges rajoute son peu d'enthousiasme à faire l'amour. Oui, il n'y a jamais eu d'envie forte. Il y a un décalage, il y a une vie côté matériel qui fonctionne très bien, mais il y a une vie intime qui n'est pas en équilibre, qui ne fonctionne pas. Oui. Là, à part vous dire éventuellement d'aborder le sujet vraiment sur un plan de la question de la santé sexuelle et j'ai un peu peur qu'elle soit un petit peu sexophobe, n'est-ce pas, Yves? Oui, beaucoup. Oui. Et on va pas le décourager quand même. Mais bon, si c'est comme ça, donc si c'est une excuse, c'est une excuse, quoi. Au lieu de dire j'aime pas ça, donc il y a d'autres possibilités. Il y a une possibilité qui est la plus méchante, c'est je ne t'aime pas. C'est pour ça que tu ne me touches pas. Une autre possibilité qui est difficile, donc les hommes ne disent pas je suis sexophobe. Donc comme ils ne peuvent pas dire je suis sexophobe, en fait j'ai jamais aimé ça et ça ne me dit rien. Donc ils vont essayer de trouver une excuse, tant qu'à faire qu'il y a une pathologie qui est les vertiges. Et pourquoi ne pas mettre ça en exergue en disant voilà, j'ai des vertiges, je suis désolé, mais quand je me concentre, j'ai des vertiges. Tous les cas de figure sont possibles, bien évidemment. Donc on ne peut pas supposer... Oui. Comme Brigitte dit, je ne sais pas si elle sait qu'elle vous manipule ou bien elle vous manipule pas, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, il y a pas de vous voulez que ça change. Vous voulez que ça change. Oui, bien sûr. Il n'y a pas donc de vous allez l'amener chez un sexologue. Oui, c'est déjà en cours. Bon. Attention. C'est elle qui doit vouloir aller chez un sexologue, pas vous, hein. Sinon ça ne marche pas. C'est elle qui doit faire la démarche, qui doit dire moi il y en a marre. Moi j'en ai marre de ne pas prendre de plaisir, moi j'en ai marre de ne pas avoir de relations sexuelles. Moi je veux des relations sexuelles. Amène-moi chez un sexologue qui va régler le problème. Mais là, on n'en est pas là, c'est ça le problème. J'entends. On s'en doute un peu, Alain. On s'en doute un peu. Pas de désir, pas de fantasme, pas de masturbation. Et alors là, il y a un boulot. Elle dit que je suis obsédé, moi.
Ben, c'est généralement Alors, ce que ce soit qu'on un entend, homme ouais. ou une femme, que ce soit un homme ou une femme, quand ils sont en consultation, à celui qui ne veut pas, on pose la question. C'est votre droit de ne pas vouloir. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour la sexualité de l'autre? Qu'est-ce que l'autre peut faire? Qu'est-ce que vous mettez en place pour la sexualité de l'autre? Donc, on veut un petit titiller celui qui dit non. Parce que vous comprenez, Alain, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, j'élargis ailleurs que la sexualité, on n'a pas le droit de mettre ça sur la faute de l'autre. Oui, chacun a ses droits, hein. Tout à fait. Donc, elle n'a pas le droit de vous dire tu es obsédé. Elle a le droit de dire j'ai pas envie, je n'aime pas, mais elle n'a pas le droit de vous dire tu es obsédé. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut lui dire de manière assez claire, gentiment, mais assez claire. On ne critique pas l'autre, parce que sinon on coupe le dialogue. À partir du moment où c'est au lieu de prendre sa responsabilité, on dit c'est de ta faute, il n'y a pas de dialogue possible. Et ça, je pense que c'est valable sur tous les plans dans un couple, pas uniquement sur le plan de la sexualité. Je suis désolée, Alain, on peut pas faire grand-chose pour vous là. Hein, vous vous rendez bien compte, mais je pense qu'il faut avoir une discussion claire, gentille avec elle, parce que c'est une vraie question. La sexualité, moi c'est en tout cas ce que je dis, et je crois qu'Yves le dit aussi, ça peut faire partie de nos besoins essentiels, et quand ça fait partie de nos besoins essentiels et que notre partenaire n'est pas là pour le satisfaire, il faut en parler et voir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour arriver à trouver une solution. Et puis demain, on va justement parler de toutes ces insatisfactions, toutes ces difficultés sexuelles. On sera en compagnie de Guillaume de Bray-Bisson. Merci beaucoup Yves Psati. Je vous retrouve samedi matin à ce congrès à Bruxelles où on essaiera de faire passer ce message. Oui, la santé sexuelle, ça existe. Et je suis sûre que tous ceux qui nous ont écoutés durant ces 2 heures sont convaincus. Merci beaucoup Yves. Et puis merci à tous et je vous laisse en compagnie. Merci, Brigitte, et à samedi. Et je vous laisse en compagnie de Alexandre Dolovan.